Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons faire des rappels de quelques définitions, expliquer certains phénomènes physiques et décrire le fonctionnement de quelques composants. Pour ce faire, nous allons commencer par le composant le plus simple et qui est la résistance. Par définition, le terme résistance désigne l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. La résistance d'un matériau rectiligne de longueur L et de section S est proportionnelle au rapport L sur S. Le coefficient de proportionnalité s'appelle la résistivité ρ. Ainsi, l'expression de la résistance est donnée par R qui est égal à ρ que multiplie le rapport L sur S. La résistivité ρ est un paramètre propre au matériau et qui dépend de la composition du matériau, de la température, de la pression, du champ magnétique et de l'éclairage. Un autre composant qui joue un rôle très important en instrumentation, c'est le potentiomètre. Un potentiomètre est un type de résistance variable à 3 bornes, dont une est reliée à un curseur se déplaçant sur une piste résistante terminée par les deux autres bornes. Ce système permet de recueillir entre la borne reliée au curseur et une des deux autres bornes une tension qui dépend de la position du curseur et de la tension à laquelle est soumise la résistance. Il y a différents types de potentiomètres, rectilignes ou rotatifs, linéaires ou logarithmiques et analogiques ou numériques. Un potentiomètre linéaire est un potentiomètre dont la valeur de la résistance varie proportionnellement à la distance entre ses bornes et le curseur. Par contre, pour un potentiomètre logarithmique, la variation de la valeur de la résistance entre le curseur et une extrémité répond à une fonction logarithmique. Tandis que le potentiomètre numérique est un composant actif dont la résistance varie en fonction d'une valeur numérique qu'il reçoit. Les potentiomètres sont couramment employés dans les circuits électroniques. Ils servent par exemple à contrôler le volume d'une radio, comme ils peuvent aussi être utilisés comme des transducteurs puisqu'ils convertissent une position en une tension. La photorésistance est un composant dont la valeur en ohm dépend de la lumière à laquelle il est exposé. On la désigne aussi par LDR, Light Dependent Resistor, ou en français, résistance dépendante de la lumière. La principale utilisation de la photorésistance est la mesure de l'intensité lumineuse. Comme il est montré sur la figure suivante, la photorésistance est une résistance variable constituée d'une surface plane qui doit être exposée à la lumière. Les matériaux utilisés dans la fabrication des photorésistances sont généralement du sulfure ou du séléniure de cadmium et qui se comportent comme des semi-conducteurs dont la résistivité varie en fonction de la lumière qui l'atteint. Le symbole de la photorésistance ressemble à celui de la résistance normale avec des flèches qui indiquent la dépendance en lumière de la valeur de la résistance de ce composant. Si la lumière incidente est de fréquence suffisamment élevée, les photons absorbés par le semi-conducteur de la photorésistance donneront aux électrons liés assez d'énergie pour sauter dans la bande de conduction, ce qui produit un abaissement de la résistance du composant. Par conséquent, et selon la courbe suivante, on voit très bien que la valeur de la résistance chute avec l'éclairage
et prend de grandes valeurs dans un milieu obscur et de faibles valeurs dans un milieu très éclairé. Ce composant est très utilisé dans les appareils photo, dans les systèmes de détection, de comptage, d'alarme, etc. Le condensateur est un composant électronique élémentaire constitué de deux armatures conductrices appelées électrodes et qui sont en influence totale. Ces armatures sont séparées par un isolant polarisable appelé diélectrique, caractérisé par la permittivité epsilon. Cette permittivité est égale à la permittivité du vide epsilon 0 que multiplie la permittivité relative du matériau epsilon R. La propriété principale du condensateur est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ces armatures. La valeur absolue de ces charges est proportionnelle à la valeur absolue de la tension qui lui est appliquée. Le condensateur est utilisé principalement pour stabiliser une alimentation électrique en se déchargeant lors des chutes de tension et se chargeant lors des pics de tension. Il est utilisé aussi dans les filtres pour le traitement des signaux. On peut l'utiliser pour séparer le courant alternatif du courant continu parce que le courant continu est toujours bloqué par le condensateur. En plus, le condensateur peut être utilisé dans le stockage d'énergie. Le condensateur est caractérisé par le coefficient de proportionnalité entre charge et tension appelé capacité électrique C et qui est exprimé en farad F. Dans ce cours, on va s'intéresser à deux types de condensateurs, les condensateurs plans et les condensateurs cylindriques. Ainsi, la capacité du condensateur plan est donnée par CAB qui est égal à la surface des armatures S que multiplie la permittivité epsilon 0 fois epsilon R sur la distance D qui sépare les deux armatures. Tandis que la capacité du condensateur cylindrique est donnée par CAB qui est égal à 2 fois pi fois la hauteur des cylindres H qui multiplie la permittivité epsilon 0 epsilon R du diélectrique sur le log népérien de rayon de grand cylindre sur le rayon du petit cylindre. La photodiode est un composant semi-conducteur ayant la capacité de détecter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique. Comme beaucoup de diodes en électronique, la photodiode est constituée d'une jonction PN. Cette configuration de base fut améliorée par l'introduction d'une zone intrinsèque I pour constituer la photodiode PIN. Le symbole de la photodiode est celui d'une diode normale, évidemment avec des flèches qui indiquent sa sensibilité à la lumière. Quand la photodiode est exposée à la lumière, le photon ayant une énergie suffisante pénètre dans la zone de charge d'espace de la diode. Il génère, du fait de son absorption, une paire électron-trou. Cette dernière est alors dissociée sous l'action du champ électrique E régnant dans la zone de charge d'espace et chacun de ces photoporteurs est propulsé vers la région dans laquelle il sera majoritaire. Le déplacement de ces porteurs est à l'origine d'un photocourant. Ainsi, et selon les caractéristiques courant-tension, données par la figure suivante, et dans la zone des tensions négatives, la photodiode peut être représentée par une source de courant dont la valeur dépend beaucoup de l'éclairage. Par conséquent,
La photodiode est utilisée comme photodétecteur dans de nombreuses applications industrielles. Le phototransistor est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Pour la famille des transistors bipolaires, le phototransistor est un transistor bipolaire dont la base est sensible au rayonnement lumineux. La base est dite flottante puisqu'elle est dépourvue de connexion. L'éclairement de la base conduit à un photocourant IPH que l'on peut nommer courant de commande du transistor. Le phototransistor a un symbole similaire à celui du transistor bipolaire normal, mais qui n'a pas de borne de base, mais avec des flèches qui désignent sa sensibilité à la lumière. Dans le phototransistor, la lumière entrante agit comme le courant de base et le courant du collecteur circule en fonction de la quantité de lumière entrante. Selon la figure des caractéristiques du phototransistor, ce composant a les mêmes caractéristiques qu'un transistor bipolaire. La seule différence réside dans la commande. Celui-ci est commandé par la quantité de lumière entrante par sa grille, tandis que le transistor bipolaire normal est commandé par le courant injecté à travers sa vase. La force de Lorentz est la force suivie par une particule chargée qui se déplace avec une vitesse v dans un milieu où règne un champ magnétique B. Son expression est donnée par F est égal à Q que multiplie V vectoriel B. En tenant compte de la règle de tire-bouchon et selon le signe de la charge, la force de Lorentz peut avoir deux directions et deux sens opposés. Selon la figure suivante, on voit très bien que pour les charges négatives, la force de Lorentz a un sens du bas vers le haut, et pour les charges positives, cette force a un sens du haut vers le bas. Un fil conducteur parcouru par un courant électrique I fait dévier l'aiguille d'une boussole placée à proximité, ce qui prouve sans ambiguïté le lien entre le courant électrique et le champ magnétique. Par ailleurs, si on inverse le sens du courant, l'aiguille tourne de 180 degrés. Ce qui montre qu'un fil parcouru par un courant I génère aux alentours un champ magnétique B. La figure suivante montre que le champ magnétique créé par un long fil rectiligne parcouru par un courant I est orthoradial. Les lignes de champ magnétique sont des cercles. Les lignes de champ magnétique se referment sur elles-mêmes et on peut dire que le champ magnétique tourne autour du fil dans un sens imposé par la règle de tire-bouchon. Ce champ a pour expression B est égal à mu0 fois mu r fois I sur 2πr, avec mu0 c'est la perméabilité magnétique du vide et mu r c'est la perméabilité magnétique relative du milieu. Un solénoïde est un dispositif constitué d'un fil électrique en métal enroulé régulièrement en hélice de façon à former une bobine. Ainsi, un solénoïde est une bobine de longueur L et de rayon R constituée de N enroulements dont le champ magnétique créé est uniforme à l'intérieur et N est nul à l'extérieur. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est indépendant de rayon R et l'amplitude du champ magnétique a pour expression B qui est égal à mu0 fois mu R fois le courant I fois le nombre d'enroulements N sur la longueur L de la bobine.
L'induction électromagnétique est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux de champ magnétique variable. Cette force électromotrice peut engendrer un courant électrique dans le conducteur, comme il est montré par la figure suivante. Ce phénomène est d'une importance pratique capitale. Il est notamment utilisé dans les générateurs, les transformateurs électriques et les bobines. Le transformateur est constitué de deux enroulements couplés sur un noyau magnétique dans la plupart du temps en fer feuilleté. Le côté de la source est appelé le primaire et il a N1 enroulement de fil. Le côté de la charge est appelé le secondaire et il est constitué de N2 enroulements. Lorsqu'on applique une tension alternative à la source, celle-ci crée un flux de champ magnétique alternatif dans le noyau magnétique. Selon le phénomène d'induction électromagnétique, ce flux crée une force électromotrice au bord de la seconde bobine. La force électromotrice induite est proportionnelle au nombre de spires dans la bobine et au taux de variation du flux. Selon le rapport du nombre de spires entre le primaire et le secondaire, la tension aux bornes de la seconde bobine est donnée par U2 est égal à N2 sur N1 que multiplie la tension appliquée U1. On appelle courant de Foucault les courants électriques créés dans une masse conductrice, soit par la variation au cours du temps d'un champ magnétique extérieur traversant ce milieu, ou bien soit par un déplacement de cette masse dans un champ magnétique. Ces courants, ce ne sont qu'une conséquence de l'induction électromagnétique. Selon la figure suivante, on dispose d'un matériau conducteur tout près duquel on a créé un champ magnétique variable au cours du temps. Ce champ magnétique est responsable de l'apparition d'une force électromotrice à l'intérieur du milieu conducteur. Cette force électromotrice induit des courants dans la masse. Ces courants créent un champ magnétique qui s'oppose à la cause de la variation du champ extérieur, d'où la loi de Lenz. Autrement dit, et lorsqu'on a une masse conductrice qui se déplace dans un milieu où règne un champ magnétique constant, les courants de Foucault créés dans cette masse sont responsables de l'apparition de forces de Laplace qui s'opposent au déplacement, d'où l'effet de freinage observé sur les systèmes utilisant ce genre de dispositif, comme le cas des trains. L'extensométrie est une composante essentielle de la science des matériaux et notamment de la partie expérimentale de la mécanique des milieux continus. C'est en effet par la mesure des déformations et des forces qu'il est possible de calculer des contraintes. L'extensométrie est par exemple utilisée lors des essais mécaniques comme les essais de traction ou de compression. L'extensométrie permet de mesurer les déformations des corps et des structures. On peut distinguer deux types de déformations, la déformation élastique et la déformation plastique. La déformation élastique est une déformation réversible, comme le cas des ressorts. Lorsqu'on lui suspend une masse, il se déforme, puis lorsqu'on lui enlève la masse, il revient à son état normal. Ou bien, un plongeoir, après la plongée de l'individu, il se déforme et retourne à sa forme et sa position initiale est normale. Par contre, la déformation plastique est une déformation irréversible et le corps ne retourne pas à sa forme initiale. L'extensométrie a beaucoup d'avantages et elle est très utilisée pour la surveillance active des ouvrages d'art, des ponts, des barrages,
ou des grands immeubles, car il permet d'anticiper leur vieillissement et donc de planifier les opérations de maintenance indispensables à la sécurité. De même, et grâce à la grande précision de mesure que offre l'extensométrie, on peut la trouver dans presque toutes les balances à peser. L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Ainsi, l'impédance d'un dipôle linéaire passif de bornes A et B en régime sinusoïdal de courant et de tension est le rapport de la tension entre ces bornes et du courant qui le traverse. Cette impédance est décrite par Z et elle est donnée par le rapport de la tension UAB sur le courant I. Pour les trois dipôles élémentaires résistance, condensateur et bobine, leurs impédances sont données respectivement par le tableau suivant. Pour la résistance, on a l'impédance de la résistance est égale à R. L'impédance du condensateur, c'est 1 sur J oméga C. Tandis que l'impédance de la bobine, elle est donnée par J oméga fois L. Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée en deux parties. Il sert généralement à conditionner un signal afin de le traiter par un circuit. Selon le circuit suivant, on a deux impédances en série qui sont alimentées par la tension VG. Les deux impédances sont parcourues par le même courant I. Après un calcul simple, la tension aux bornes de l'impédance Z2 est donnée par Vs qui est égal à Z2 sur Z1 plus Z2 qui multiplie V de G. On remarque très bien que cette tension représente une fraction de la tension VG appliquée, d'où le nom diviseur de tension. Un diviseur de courant est un montage électronique simple permettant d'obtenir un courant proportionnel à notre courant. Il permet de calculer l'intensité du courant dans une impédance lorsque celle-ci fait partie d'un ensemble des impédances en parallèle. Selon le circuit suivant, on a deux impédances en parallèle qui sont alimentées par un courant IG. Les deux impédances sont traversées par deux courants différents, I1 et I2. Après un calcul simple, le courant électrique traversant l'impédance Z2 est donné par I2 qui est égal à Z1 sur Z1 plus Z2 que multiplie le courant IG. On remarque très bien que ce courant représente une fraction du courant IG appliqué, d'où le nom diviseur de courant. Théorème de Millman tire son nom de l'électronicien Jacob Millman qui en est à l'origine. Il permet de déterminer et de calculer le potentiel à un point M dans un circuit électronique. Si on prend l'exemple suivant où on considère un nœud M auquel aboutissent trois branches. Les potentiels des extrémités des branches sont V1, V2 et V3. Sont tous définis par rapport à un même potentiel de référence. Dans ce cas, le théorème de Millman nous permet de calculer le potentiel au point M par rapport à celui de la référence commune selon l'expression suivante, et qui est égal Vm qui est égal au rapport de la somme de Vi sur Zi, le tout divisé par la somme de 1 sur Zi. Ce théorème s'applique au circuit électrique constitué des branches parallèles et permet aussi de résoudre des problèmes sur les structures à amplificateurs opérationnels.